Voilà, ce que je vais vous présenter, ce sera d'abord les concepts et un bref survol du contexte. Et après, je vais aborder la recherche et vous céder la place pour la période de questions. Alors, il y a 5 concepts qui sous-tendent cette recherche, commençant par la qualité de vie. Un concept qui est difficile à cerner, comme on peut le voir ici. Ce qu'on voit, c'est qu'on aménage un cimetière et on le fait pour votre qualité de vie. Donc, vous voyez, à toutes les strates de la société, c'est un concept qui est difficile à cerner. Corten, qui est un psychiatre, dit que dans une démarche qualitative, tel est le cas de cette recherche, il y a un seul observateur qui est apte à dire si sa vie est de qualité ou pas, et c'est le sujet lui-même. Et c'est entériné par l'Organisme mondial de la santé qui, en 1995, a créé le WHO Quality of Life Group et qui a défini la qualité de vie selon une méthode qualitative et qui s'est appuyé sur la perception de l'individu, son contexte, sa culture, son système de valeurs, en relation avec ses buts, ses attentes, ses standards et ses préoccupations. Quant au concept de aîné, il n'y a aucune définition qui est satisfaisante. On s'en sert au point de vue méthodologique, c'est un repère. On sait qu'au Canada, c'est 65 ans qui est toujours le seuil et on sait que c'est l'admissibilité à la sécurité de la vieillesse. Et on sait qu'en 2023, on est supposé de changer le seuil à 67 ans. Est-ce que ça sera fait? Est-ce que ça sera maintenu? On verra. C'était le gouvernement précédent qui l'avait établi, alors on verra. Quant au concept de domicile, on s'appuie sur la définition qui a été présentée en 2003 par le ministère de la Santé et des Services sociaux et qui définit le domicile comme le lieu où habite la personne de façon temporaire ou permanente. Et dans ce fait, c'est pour donner des services à domicile et exclut les lieux qui ont déjà des services, donc les lieux d'hébergement. Et ce qu'on voit dans les statistiques, c'est que 96% des personnes vivent dans un milieu dit traditionnel et il n'y a que 4% qui vivent dans les lieux d'hébergement. Dans les médias, on entend souvent parler ou que parler des personnes en hébergement et c'est la même chose dans les recherches, mais c'est impressionnant de voir cet écart et ce silence. Quant à l'incapacité, on peut dire qu'elle a été définie par l'Organisme mondial de la santé comme étant une réduction, qu'elle soit totale ou partielle, à réaliser une activité dite normale pour une personne. Au Québec, on va regarder sur la difficulté rencontrée, on va évaluer aussi la réduction des activités. Ce qui est important de se voir, c'est que l'incapacité affecte la perception de la qualité de vie. Et aussi, il est important de souligner que l'incapacité augmente avec l'âge, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. La notion de non-dit. Ce que Levinas explique, c'est que tout débute par un dit explicite. La linguiste le définit comme étant « to tell something ». Elle dit aussi que le non-dit existe dans le dit et elle le définit comme « to let somebody think something ». Pourquoi ça existe? C'est parce que dans un contexte social bien déterminé, il y a bien des choses qui ne se disent pas du moins directement et on le fait tous. Martin, qui est aussi linguiste, il va dire que le non-dit prête à de l'interprétation en raison d'un doute qui existe et du besoin de comprendre. Et la linguiste Kohler dit que pour faire sens de ce non-dit, il faut passer nécessairement par l'interprétation. Alors, un survol du contexte. On sait que les aînés, une population vieillissante qui est en croissance. On sait qu'on vit plus longtemps au Québec, mais pas nécessairement comme ailleurs, mais pas nécessairement plus longtemps en bonne santé, c'est-à-dire qu'il y a un écart entre l'espérance de vie qui est de 82 ans en moyenne et l'espérance de vie sans incapacité qui est de 71 ans. On sait aussi que la cohorte des grands âges, des grands aînés, de 85 ans et plus, est en croissance. C'est bien documenté dans la littérature qu'il y a une honte de vieillir en raison de l'incapacité grandissante avec l'âge. On parle d'une fragilité chez les personnes âgées en raison de la santé précaire. On parle de solitude et de suicide en raison de leur fréquence et de leur gravité. On mentionne aussi dans la littérature que les besoins non comblés des services à domicile sont bien présents. Je vais y référer plus tard. Et on parle de ressources financières précaires chez les aînés. Donc, plus on vieillit, plus on s'appauvrit.
Et il y a bien d'autres phénomènes, mais je pense que ça suffit pour le survol. Alors, cette recherche a puisé ses origines en 2008, lorsqu'on a essayé de trouver la définition de la qualité de vie des aînés, et on ne l'a pas trouvée. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, mais qui ont été très ancrées avec les maladies. Alors ici, ce qu'on voulait, c'est une définition de la qualité de vie selon la personne. Alors, on a fait une revue de littérature, et je remercie les chercheurs, les recherchistes à la paramédicale, à la bibliothèque de paramédicale qui m'ont aidé à faire cette recherche. Et on a trouvé 2 recherches qui correspondaient aux critères qu'on avait émis, c'est-à-dire qu'il y avait présence d'une définition de qualité de vie sur un plan qualitatif, la présence émise par des aînés, c'est-à-dire qualitative, et aussi que le terme domicile soit mentionné. Et on a aussi présentement encore 2 alertes Internet qui nous tient au courant de ce qui se passe. Donc, l'objectif, c'est de définir la qualité de vie selon la perception des aînés, faire connaître cette définition dont un des buts aujourd'hui, c'est de le faire connaître. Le cadre de référence qui a été choisi, c'est l'approche par la capacité, la liberté d'accomplissement selon Amartya Sen. Les questions de recherche ont été comment les personnes âgées à domicile avec incapacité définissent-elles la qualité de vie? Quels concepts, termes ou mots-clés utilisent-elles pour définir? Parce qu'on a un a priori qu'on s'est dit qu'ils ne formuleront pas une phrase. Et question secondaire, c'est du dit explicite qui est relié à la qualité de vie. Existe-t-il un non-dit? Si oui, quel est-il? Au plan méthodologique, c'est une recherche non probabiliste qui est basée sur des critères, une perspective phénoménologique, une approche systémique lors de la discussion, une recherche de type descriptif avec une visée normative. On a fait des entrevues semi-dirigées avec un récit d'une tranche de vie à partir du moment où la personne éprouvait des difficultés à réaliser les activités de la vie quotidienne domestique. Les critères ont été l'âge, 65 ans et plus, le domicile, notamment Montréal où il y a la plus forte concentration de personnes âgées, la langue, français-anglais, l'incapacité. Les questions qui ont été posées sont les mêmes questions que Farquhar et que Compagnon ont posées, les deux recherches qu'on a trouvées dans la recension des écrits. C'est comment décrivez-vous la qualité de vie? Qu'est-ce qui contribue? Qu'est-ce qui l'affecte? Qu'est-ce qui la rend meilleure? Qu'est-ce qui la rend plus difficile? À la collecte de données, on a fait 3 pré-tests. On a peaufiné nos outils. On a retenu 35 entretiens où il y a eu saturation. On a fait la validité de l'incapacité en utilisant le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle, le SMAF. Et on a validé les habiletés cognitives en utilisant le MMS, le Mini Mental de Folstein. On a fait la transcription des données en utilisant le logiciel QDA Miner. Et on a fait l'analyse basée sur le nombre de récurrences des concepts et le nombre de participants qui l'ont émis. Alors, la validité des critères ont été 60% des participants viennent de la communauté, 40% viennent des services à domicile d'un C3S Jeanne Mance. La moyenne d'âge est de 82 ans. 100% vivent à domicile. 89% sont des francophones, 11% des anglophones. 100% ont des incapacités, dont 77% ont précisé qu'il y avait des limites à la mobilité. 77% sont des femmes, 23% des hommes. 72% ont un revenu de 5 000 à 34 000. Et 54% ont un niveau de scolarité de primaire à métier. Ils ont défini la qualité de vie en 8 concepts. Et ce qu'on voit dans le rose, c'est le nombre de récurrences. En noir, c'est le nombre de participants. L'autonomie fonctionnelle, santé s'exprimer, était le premier. Relations sociales, s'occuper, le deuxième. Être bien entouré de la famille et des amis, le troisième. Acceptation, adaptation, limites connues, le quatrième. Moyens, service, argent, le cinquième. Sixième, le domicile. Septième, amour, bonheur, spiritualité. Et le huitième, la sécurité, mais c'est une sécurité fonctionnelle. Les résultats qui ont en lien avec la capacité, donc la liberté d'accomplissement, on a posé la question, est-ce que vous avez la possibilité de réaliser ce qui est important pour vous? Il y a une diversité de réponses. 20 participants ont mentionné oui, j'ai la liberté d'agir, de choisir, je fais ce que je veux.
Et il y a eu des oui, mais, à la condition d'avoir le nécessaire, des finances. La santé, les finances sont utiles. Et il y a eu des non, puis il y en a eu un qui a fait oui et non. Quant au dit explicite, il y a eu 5 dits explicites. Solitude, paternalisme des enfants adultes, vivre à risque chez soi, négligence et suicide. On a subdivisé ces résultats en facteurs endogènes, c'est-à-dire les forces intérieures que la personne mobilise pour avoir une qualité de vie, et exogènes pour les forces que la personne va aller chercher, les ressources pour s'assurer d'avoir une qualité de vie. Alors, on a attribué aux facteurs endogènes l'autonomie fonctionnelle de la santé, adaptation, acceptation, limites connues, amour, bonheur, spiritualité et la sécurité. Aux facteurs exogènes, on a attribué les relations sociales, s'occuper, être bien entouré de la famille et des amis, moyens, les services, l'argent et le domicile. Quant au dit explicite, qui est interprété en non-dit implicite, en s'appuyant sur Malherbe, il y a 2 notions qu'on a retenues. Le compromis, c'est-à-dire faire des concessions, et le paradoxe, où il y a 2 forces qui s'opposent et on est en bataille. Alors, pour les présentations, j'ai regroupé en un vocable solitude, à risque, paternalisme et négligence, parce qu'ils ont un trait commun, le paradoxe de la mobilité réduite et le domicile qui est inapproprié. Le non-dit, c'est qu'on vit à domicile, peu importe, coûte que coûte, et sortir du domicile est une des difficultés les plus fortes à penser ou à envisager. Le suicide, il y a un premier compromis, et donc c'est vivre pour ses enfants n'est pas suffisant, et un paradoxe, c'est que même si on veut vivre pour les enfants, le non-dit, c'est que fondamentalement, on ne veut pas vivre. La souffrance physique et morale est trop grande. Alors ici, dans la discussion, on a dit que la qualité de vie, une fois qu'on l'a définie, elle est tributaire de 4 acteurs clés. Le premier acteur clé, c'est la personne elle-même. Il faut qu'elle veuille avoir une qualité de vie. Ce que Lévinas dit, c'est qu'on choisit parmi un ensemble de choix. Alors, un témoignage de plusieurs personnes, c'est nous qui faisons notre qualité de vie. Le deuxième acteur clé, c'est l'entourage, famille, amis, voisins. Certains sont présents de façon constante, d'autres de façon aléatoire. Ce qui a été dit comme témoignage, ma qualité de vie, c'est d'être bien entouré. Le troisième acteur clé, c'est la communauté. Ce que Hirsch dit, c'est qu'on a une responsabilité sociale de faire une veille à l'égard des personnes âgées qui vivent à domicile. Le témoignage qui a été dit, sans le soutien de ma communauté, je n'aurais pas de qualité de vie. Et le quatrième, non pas le moindre, l'État, la société, c'est nous. Et ce que ça nous dit, c'est que nos évaluations, nos politiques doivent se concentrer sur ce que la personne peut faire et être à l'égard de sa qualité de vie. Un témoignage, c'est plutôt une recherche dans ce cas-ci, c'est le protecteur du citoyen qui analyse ce que le gouvernement a promis en 2003 comme déploiement de services à domicile et il ne rencontre pas les attentes telles que déployées, telles que prévues. Et un témoignage, c'est présentement, avec les services que je reçois, j'ai une très belle qualité de vie. Ce que disent les gens, c'est que les gens disent, avec le peu que j'ai, je suis contente de ce que j'ai parce que ce serait pire si je ne l'avais pas. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois qu'on a défini cette qualité de vie, c'est que si un des acteurs clés est absent, ben, tout bascule. Et fondamentalement, une qualité de vie chez les personnes âgées à domicile avec incapacité, ça ne peut pas exister sans la part, sans la responsabilité, sans la contribution des 4 acteurs clés. Et c'est mon cheminement de processus de thèse. Alors, je remercie Béatrice, les participants, les collaborateurs, puis tout le soutien financier que j'ai reçu.